Ce matin, on a avec nous Isabelle Gadebois, présidente de l'ADOC, l'Association des orthopédagogues du Québec, qui va nous présenter la section ressources parents du site web de l'ADOC. Je vais tout de suite donner la parole à Mme Gadebois et moi, je vais m'effacer. Merci, Hervé. Donc, bonjour à tous, à toutes. C'est un plaisir d'être là pour pouvoir échanger avec vous. La présentation que je vais faire, c'est concernant la ressource parents qu'on a créée, mais c'est certain que je suis là vraiment à titre de présidente de l'Association des orthopédagogues du Québec. Donc, je suis évidemment orthopédagogue moi-même. Et ce qui est très important, c'est qu'on entend parfois dire, on me pose parfois la question aussi, de dire, ben jusqu'à quel point vous êtes connectés sur le terrain. Bien, ça, je veux mettre la table tout de suite. Tout d'abord, moi, j'ai travaillé dans tous les milieux qui existent en orthopédagogie, à l'exception de la prison pour adultes. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai fait autant du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation générale aux adultes, de la formation professionnelle, du collégial, de l'universitaire. J'ai même fait en entreprise et je l'ai fait tant au niveau d'accompagner les parents éducateurs à la maison, donc toute l'école maison. Je l'ai fait aussi au niveau du public et je l'ai fait au niveau du privé. Donc, j'ai vraiment travaillé dans tous les différents horizons, fait que je connais bien les milieux. Ensuite de ça, je suis moi-même en train de finaliser là, un projet de recherche-maîtrise qui devrait se finaliser. La politique a pris beaucoup de place, donc tout l'aspect recherche aussi, c'est quelque chose qui me préoccupe, mais l'application terrain, c'est important. Les relations dans mon rôle aussi avec les gouvernements et avec les différentes instances, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai là, à mon arc. Et sachez que, bien que j'assume cette fonction-là, j'ai moi-même, à titre d'orthopédagogue, une classe de première année, mais aussi toute une télépratique en orthopédagogie. Donc, je pense que j'ai une vue d'ensemble assez vaste de ce qui se passe dans nos milieux. Fait que j'espère pouvoir, en tout cas, vous partager des informations qui vont être pertinentes pour vous, qui vont vous rassurer, qui vont répondre à vos questions. Sachez aussi qu'on suit tous les dossiers de très près avec ce qui se passe présentement. Je vais vous présenter la ressource. Sachez que c'est toute une table d'expertise là, qui a été réunie pour faire ça, en collaboration avec le cabinet du ministre et le ministère de l'Éducation. Comme vous pouvez voir, bien, je suis en télétravail moi aussi, donc vous avez des tableaux, puis vous avez mes marionnettes aussi qui sont là quand je fais mes capsules pour les jeunes. Et puis, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que dans le contexte où est-ce que on est on est en confinement et là, on va commencer à déconfiner, le cabinet du ministre nous a demandé dans le fond, répondre aux questions les plus importantes. Alors, donc, sur le site de la DOC, là, vous voyez là, que complètement à droite, là, il y a ressources parents. Donc, ça, c'est l'endroit où on est allé, dans le fond, compiler toute l'information importante. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est sur École ouverte, dans l'espace parents. Donc, si je clique sur l'espace parents, là, vous avez différentes thématiques. Alors, dans les différentes thématiques pour accompagner votre enfant, vous avez la thématique organisation des activités qui peuvent évidemment parfois être un défi. Ces activités-là en contexte de confinement, dépendamment si vous faites du télétravail ou pas, dépendamment aussi des besoins ou des difficultés de votre enfant. Persévérance dans une activité et aussi apprentissage à la maison. C'est là que vous allez trouver, dans le fond, vous allez trouver la portion de l'association pour rediriger vers le site. Donc, quand on arrive dans ressources parents, ce qu'on a monté pour vous, c'est des questions qui pourraient, dans le fond, vous déranger, qui pourraient vous interpeller ou vous inquiéter. Évidemment, on ne peut pas se substituer, mais on a quand même beaucoup de nos orthos qui sont parents aussi. Et si vous regardez le menu de droite, là, tous les sujets sont là parce que, bon, c'est un long fil déroulant, mais si on y va par question, bien, le retard scolaire, il y a beaucoup de parents qui se demandent, est-ce qu'il y a des risques que mon enfant ait du retard scolaire? Si mon enfant a des besoins particuliers, qu'est-ce qui arrive? Comment je fais pour le motiver, mon enfant? Mon adolescent, il ne veut pas travailler, qu'est-ce que je fais? Bon, qu'est-ce qu'un orthopédagogue? Si ce n'est pas très clair pour vous, le travail de l'orthopédagogue, on le définit. Est-ce que j'aide mon enfant ou je le laisse faire? Donc, ça aussi, c'est une question qui est là. Quelle charge de travail je lui donne? Donc, vous voyez là que c'est plein de préoccupations que vous pouvez avoir. Et l'autre aspect qu'on a dit au gouvernement, c'est ce beau site-là, c'est une mer d'informations. Et cette mer d'informations-là, comment l'aborde-t-on? Comment l'utilise-t-on?
c'est pas évident. L'Internet est déjà une mer d'informations, les médias sociaux, c'est déjà une mer d'informations. Et là, on a un site qui a rapatrié plein d'informations à la même place et on a encore une mer d'informations. Alors, ce qu'on a proposé, c'est de plutôt conseiller les parents sur lesquelles de ces ressources-là il faudrait prioriser et pourquoi, puis comment s'en servir. Donc, dans cet onglet-là, justement, il y a la section Conseils d'utilisation des ressources éducatives. Alors, en prenant les conseils qu'on vous donne, bien, on s'est appuyé sur des ressources qu'on sait qui sont fiables, qui sont faciles d'utilisation, qui sont appuyées soit sur des recherches qui sont démontrées comme étant vraiment probantes et efficaces, ou encore sur un savoir d'expérience qu'on sait que ça donne des bons résultats et que le jeune, s'il s'en sert ou si vous, comme parents, vous en servez avec vos jeunes, ben à ce moment-là, on n'aura pas de risque qu'il y ait un mauvais effet. Parce que parfois, on peut utiliser des ressources qui donnent des effets, puis des fois, on peut utiliser des ressources qui ne donnent pas nécessairement des effets. Si ça ne donne pas tout à fait l'effet qu'on veut, bien, ce n'est pas préjudiciable en soi. Mais ce qu'on voulait surtout éviter, ce serait qu'il y ait des ressources qui soient utilisées, puis que sans le savoir, on est en train de causer un effet qui est négatif. Je vous donne un exemple. La fameuse, si jamais vous avez fait ça, soit dit en passant, même parfois on entend des gens dans le milieu de l'éducation dire ça, puis c'est un petit biais qu'on est en train d'essayer de corriger. Par exemple, vous avez déjà entendu que le C, ça fait K, puis ça fait S. Vous avez déjà entendu ça. Mais en fait, c'est faux. Le C, ça fait toujours K. Et ça va changer de son à cause d'une voyelle. Donc, c'est un contexte. C'est pas le C qui décide qui change de son. C'est le contexte linguistique. Donc, quand il y a un E ou un I qui vient, ça va venir adoucir la consonne qui est dure. Alors, de dire que le son K, c'est C ou QU ou K, ben en fait, ça confond l'enfant dans sa tête à se poser trop de questions. Dans notre langue, le K, c'est une lettre étrangère. On ne dit pas ça. Il y a quelques mots, ça s'arrête là. On les apprend, c'est fini. Kiwi, képi, kaki, ça vient de l'extérieur. Karaté, kimono, ça vient même pas de notre pays. Fait que ça, c'est une image qui est claire pour l'enfant. Bien, le QU, en fait, pourquoi on utilise le QU? On n'utilise pas le QU parce que le QU fait Q. On utilise le QU parce que le C, en présence du E ou du I, il devient adouci. Fait qu'on perd le son Q. Et là, on va chercher le Q. Et non pas dire à l'enfant, il y a 3 façons d'écrire le son Q. Alors, vous voyez que c'est une petite nuance, mais c'est un exemple du genre de choses qui pourraient arriver quand on implémente des nouvelles façons de faire. Moi, je peux vous dire qu'en 23 ans de pratique orthopédagogique, je peux vous dire à plus ou moins 6 mois près, à partir de quel moment on s'est mis à enseigner ces règles-là dans les classes. Parce qu'avant qu'on se mette à enseigner ça de cette façon-là, les élèves, le mot classe et le mot carotte, je ne voyais jamais le mot classe et le mot carotte avec la lettre K et encore moins avec un QU. Comment ça se fait que soudainement, toute une génération de jeunes qui n'a jamais émis l'hypothèse que carotte ou classe s'écrit avec K ou QU, comment ça se fait que soudainement, ces jeunes-là se mettent à écrire ça de cette façon-là? Il faut qu'il se soit passé quelque chose. Donc, vous voyez, c'est le genre de biais parfois qui peut arriver. Alors, notre préoccupation, elle était très grande de voir arriver une mer d'informations sur École ouverte et de se retrouver avec qu'est-ce que les parents vont choisir, par où ils vont prendre ça. Alors, si vous regardez, là, on a recommandé évidemment AlloProf et AlloProf Parents. On vous invite à aller voir, il y a plein d'informations. On vous a recommandé Abracadabra, qui est un excellent outil pour aider à la lecture et c'est basé sur des recherches. C'est fait par des universités et c'est fait pour vraiment s'assurer que tous les principes de construction et de développement de la lecture sont bien respectés. Alors, on vous invite pour bien utiliser Abracadabra d'aller voir dans la zone parents parce que ça va aider. Ensuite, vous allez voir qu'on a différentes plateformes qui sont utiles, que les jeunes peuvent utiliser pour continuer à pratiquer là, leur lecture, leur écriture. Donc, j'accorde ou la dictée BGL ou la dictée virale. Puis sinon, ben, c'est la lecture. Fait que ça m'amène à vous à revenir peut-être un peu en arrière, puis à revenir à la fameuse question du retard scolaire. Est-ce que mon enfant peut prendre un retard scolaire?
Bien, la réponse, c'est oui. Dans le sens que c'est certain que tout le monde, en ne faisant pas pendant quelques semaines ou quelques mois une continuité d'apprentissage, c'est possible. Sauf qu'il faut faire attention entre les contenus et le développement de la compétence et demeurer actif dans ses apprentissages. C'est ça qui est vraiment le plus important. En se concentrant sur la lecture, l'écriture, les mathématiques, les habiletés de base, ça se peut que oui, il y a un certain retard dans les apprentissages au niveau des contenus et des notions qu'on voit et dans le temps qu'on a mis à développer notre compétence. Mais si on la garde active, cette compétence-là, les contenus, c'est des choses qu'on peut aller chercher. Alors ça, c'est important de se rappeler ça, de se garder actif en lecture, en écriture, puis en mathématiques, puis même en numératie de façon générale. C'est ça qui est le plus important. Pour la suite de la scolarité, et on recommande très fortement au gouvernement, puis on le répète, on va continuer à le répéter, ça va être important d'arrimer pour la prochaine année et non pas de parler de faire du rattrapage. L'exemple qu'on donne souvent, c'est si vous ne filez pas pendant une semaine puis vous mangez un repas par jour, bien, le rendu au samedi, même si vous vous sentez bien, vous n'allez pas aller, tous les repas que vous n'avez pas mangés, vous n'allez pas aller tous les manger le samedi soir. Là, ça, c'est bien évident. Vous allez en faire une indigestion. Donc, c'est la même chose là, au niveau des contenus, ce qui n'a pas été vu ou fait, on ne va pas aller rentrer ça là, dans le cerveau des enfants là, en faisant plein de rattrapages au mois de juin pour ça. Il va falloir regarder quelles sont les notions critiques ou quels sont les apprentissages que s'ils ne sont pas faits pour la suite de ce qui s'en vient au prochain niveau, bien, l'élève va avoir de la difficulté à aborder ces nouveaux apprentissages-là. Et non pas de dire, bien, l'ensemble de tous les points et les sous-points de tous les contenus que je pensais voir cette année sont-ils absolument nécessaires? Il faut se rappeler que si, par exemple, l'apprentissage que je dois faire, c'est d'accorder dans mon groupe du nom, accorder dans mon groupe du nom, mais il y a bien des façons de faire ça et je n'ai pas besoin spécifiquement d'avoir fait tous les exercices du 3e chapitre de tel ou tel livre. L'important, c'est de développer cette compétence-là à le faire. C'est pour ça qu'il faut comme parent, relativiser ce retard-là. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, au contraire. Mais si on se concentre sur les notions plus critiques qui peuvent poser problème pour l'année prochaine, ou si on se concentre sur garder les apprentissages en lecture, en écriture, en mathématiques actifs, qui sont à la fois un objet d'apprentissage. J'apprends à lire, j'apprends à écrire, puis j'apprends à compter. Mais c'est aussi des outils d'apprentissage. Savoir lire m'aide à apprendre. Donc, quand on se concentre sur ce noyau-là, qu'on le fait dans le plaisir, dans la continuité, puis sans trop de pression, bien, la recette gagnante, elle est là, dans le fond. Donc, ça, moi, je vous invite fortement à prendre ça sous cet angle-là. Maintenant, pour ce qui est des élèves à besoins particuliers, ce qui est certain, c'est que on est préoccupé, on l'a dit puis on le répète, il faut que les services spécialisés offerts aux élèves à besoins particuliers soient offerts. Et ça, je ne peux pas suffisamment insister. Si vous êtes face à une situation où est-ce que vos enfants ont des besoins particuliers, des difficultés, s'ils avaient des plans d'intervention, s'ils avaient des services spécialisés, peu importe comment on les appelait, que ce soit une technicienne en éducation spécialisée, une enseignante orthopédagogue, une orthopédagogue professionnelle, ou peu importe les titres qu'on utilise dans les tâches que les différents spécialistes ont, si votre enfant avait ça, avait accès à ça, il faut absolument qu'il continue de l'avoir, que vous ayez choisi d'envoyer votre enfant à l'école ou de rester à la maison. Et ça, je peux vous dire, au cabinet du ministre, ils nous ont certifié et garanti que c'est ça qui devait se produire. Sur le terrain, il y a des défis, c'est clair. C'est pour ça que c'est important que cette logistique-là soit discutée en équipe école et que les directions de chacune de ces équipes écoles parlent avec les autres directions pour voir comment ils peuvent redéployer et que s'ils ont des problématiques, que ça remonte dans les centres de services ou que ça remonte à la limite jusqu'au ministère. Fait que si ça concerne votre enfant, je vous invite à demander à ce que ces services-là soient là.
Au niveau du secondaire, il y en a qui vont être au niveau de leur classe, c'est certain, mais il y en a qui ils ont départagé. Et en plus, ça ne sera pas 6 heures par jour. Fait qu'il y a toute cette logistique-là aussi. Je le sais que c'est des défis logistiques. Moi-même, je le vis là, dans l'école où je suis. J'ai plein de collègues dans plein de milieux. Mais ce qui est certain, c'est que il ne faut pas, parce que on a un défi de logistique en face de nous, il ne faut pas que parce qu'on a ce défi-là, qu'on manque la cible des élèves ayant des besoins particuliers ou des difficultés. Ce que je vous encourage à faire, c'est de vous assurer de voir ce que votre école offre. S'il y a des situations particulières, retournez ça à la fédération de votre côté ou même de notre côté. C'est certain qu'on fait le relais avec le cabinet puis avec le ministère pour s'assurer que ça, c'est respecté. Puis je suis d'accord avec vous, je suis moi aussi les conversations sur les médias sociaux. Il y a plein de situations qui se passent présentement, mais on les suit de proche, on ne les laisse pas aller, ces situations-là. On les dénonce auprès du cabinet, auprès du ministère, on les dénonce dans les médias, on les dénonce par des avis officiels aussi, tout en proposant des solutions, puis en s'assurant que les gens savent aussi où aller chercher l'aide s'ils ont besoin, parce que reste que il y a quand même des défis qui sont réels. C'est une des raisons pour laquelle on avait parlé, nous, dans l'étape d'expertise avec le gouvernement. On leur avait proposé de faire une réouverture graduelle. Bon, ils ont fait un choix différent. Maintenant, ça cause certains enjeux, mais reste que la cible des élèves à besoins particuliers doit absolument être atteinte. Donc, c'est ceux qui pourraient avoir le plus grand impact de ce confinement-là. Il y a les élèves à besoins particuliers, mais il y a les élèves aussi étant en difficulté ou en risque de difficulté. Alors ça, c'est un autre aspect. Peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement de problématique pour votre enfant, puis que finalement, le contexte génère une certaine difficulté. Et si c'est le cas, ben c'est important. C'est pas parce qu'on est dans une modalité où est-ce que vous, par exemple, vous décidez de rester à la maison pour peu importe les raisons de santé, télétravail ou autre, ou votre enfant, vous sentez qu'il ne pensait pas qu'il puisse faire face à tous ces changements-là, parce qu'on va se le dire, l'école comme on l'a connu, c'est pas ça du tout. Je peux vous dire, j'ai passé une vingtaine d'heures à réorganiser juste mon bout de classe, là, puis mon bureau d'orthopédagogue, puis c'est pas évident. Les enfants, là, tout ce qu'ils vont regarder puis faire face, ça sera pas évident. Ils vont s'adapter, mais il faut les aider. Mais ça peut vouloir dire que votre enfant, lui, tout ce contexte-là, ça lui cause une certaine difficulté d'apprentissage, un certain retard, un certain stress dans ses apprentissages. Il ne faut pas paniquer. Il y a des fois des difficultés d'apprentissage qui s'installent, mais qui sont circonstancielles. Puis quand on s'occupe des circonstances puis qu'on met des moyens en place, c'est des choses là, qui peuvent se placer avec le temps. Ce qui est important, c'est de faire le suivi. Maintenant, c'est possible de faire de la réorganisation avec les spécialistes, les services spécialisés. Donc, l'orthopédagogue peut très bien prendre différents jeunes puis avoir différentes cibles. Elle va simplement adapter. Peu importe, là, moi, j'ai déjà eu là, début primaire jusqu'à fin du secondaire, puis c'est évident que ce n'était pas les mêmes façons de faire, les mêmes façons de travailler, mais c'est possible de première à troisième année, d'avoir des sites d'intervention différentes, d'adapter. Si je veux parler encore une fois, je reviens avec mon accord du groupe du nom, que l'élève n'arrive pas à faire l'analyse. J'utiliserai pas la même façon de faire en troisième année puis en sixième année, mais je suis capable de déployer, de faire ce qu'on appelle de la différenciation, puis d'avoir la même compétence que je veux développer, les mêmes notions que je veux aborder, mais je vais différencier à la fois pour les niveaux que j'ai face à moi, mais aussi pour les besoins ou les difficultés. Fait que oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est important que ces ressources spécialisées-là soient gardées pour les élèves ciblés, parce que c'est eux qui ont cette compétence-là de faire ces différentes adaptations-là, puis de faire cette différenciation-là. Maintenant, motiver mon enfant, c'est pas nécessairement évident. Moi, j'aimerais ça juste aborder l'aspect de la motivation. Le bâton puis la carotte, là, ça fonctionne pas trop. Puis essayer de faire d'avoir du sens auprès d'un enfant en lui disant ben, c'est important, puis plus tard, ça va être utile. Moi, je veux juste vous ramener au fait que les enfants sont très centrés sur le moment présent. Donc, c'est préférable d'avoir avec l'enfant une discussion, d'expliquer ce qui est un choix, puis d'expliquer ce qui est une obligation. Tu as le choix entre A ou B.
mais tu as l'obligation de faire soit A ou soit B. Donc, de donner, j'aime pas trop dire des choix non-choix, mais que l'enfant comprenne qu'il y a à la fois des choix, mais à la fois des obligations. Donc, l'obligation de fréquentation scolaire, ça, c'est pour tous. Puis c'est important que l'enfant le comprenne. Par contre, de dire, est-ce que je préfère, moi, puis je travaille mieux le matin ou l'après-midi? Est-ce que je préfère avant ou après dîner? Est-ce que dans les deux tâches de lecture que j'ai à faire, je préfère faire celle-ci aujourd'hui, celle-ci demain? Donc, c'est de les amener à avoir un sentiment de pouvoir et de contrôle sur la tâche. La capacité de décider ce qui est important pour eux, puis ce qu'ils veulent faire, puis ce qu'ils ont le goût de s'investir, ça, c'est vraiment important. Parce que quand ils ont l'impression de subir l'horaire, subir la tâche, subir les choix. Ils ont l'impression aussi de subir si jamais ils ne sont pas capables d'aborder la tâche, ils ne sentent pas qu'ils peuvent la réussir, ils n'ont pas un sentiment de compétence. Bien là, à ce moment-là, ils sont un peu dans ce qu'on appelle de l'impuissance acquise. Ils sont comme pas capables. Ils ont appris à ne pas être capables parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le contrôle, ils n'ont pas la compétence à leurs propres yeux. Donc là, ils figent, ils deviennent comme impuissants, puis ils ne savent pas trop quoi faire puis comment le faire. Et ça, c'est extrêmement démotivant. Quand on sent qu'on n'est pas capable, même nous, comme adultes, si on sent là, qu'on n'a pas le contrôle sur rien, bien, c'est justement, c'est un besoin qu'on a de sentir qu'on a un impact sur ce qui se passe. C'est pareil pour l'enfant, mais l'enfant, il est centré sur maintenant. Alors, moi, je vous invite à réfléchir avec votre enfant. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec lui qui lui fait plaisir, qui est pairé avec ce qu'il doit faire, qui aime moins? Puis, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ouais, mais on n'est pas un peu en train de les conditionner. Ouais, mais je vais vous poser une question. On a des hauts puis des bas, tout le monde, chacun, les corps de métier ou les professions qu'on a tous choisis puis que pourtant on aime, en tout cas, on l'espère. Mais si, là, si vous étiez pas payé du tout pour faire ce que vous faites, les journées où ça va moins bien, est-ce que ça vous tenterait de le faire quand même? Sûrement pas. Donc, même nous, comme adultes, on a besoin de cette espèce de gratification-là, qui est soit notre rémunération ou notre souper spécial du vendredi soir ou notre sortie entre amis ou même les vacances qu'on décide de faire. Nous-mêmes, on se met des balises dans notre vie pour avoir du plaisir puis sentir qu'on est motivé à faire des efforts que parfois, bon, ça nous tente moins, mais on le fait parce qu'on est capable de se projeter dans le temps puis d'anticiper quelque chose d'intéressant qui s'en vient pour nous. Mais les enfants sont en train de développer cette capacité-là à se projeter dans le temps. Fait qu'il faut les aider. Alors, si par exemple, regarde, on met la minuterie, on la met 20 minutes, tu veux faire A ou B ou A. Tu n'as pas le choix de faire les deux, mais je te donne le choix dans l'ordre dans lequel tu veux le faire. Puis après, à quel jeu veux-tu jouer? Bien là, on a une combinaison gagnante pour aider notre enfant à être motivé, à participer à justement ce qu'il doit faire, plutôt que de rentrer en combat, en confrontation, puis d'avoir l'impression que l'enfant n'est pas motivé, puis soit il s'oppose ou il n'est pas motivé, puis il fait de l'opposition, de la résistance passive. Que ça, c'est pas le fun. Des fois, il y en a qui disent ben, j'aimerais mieux qu'il réagisse, au moins je pourrais essayer de le convaincre. Puis là, on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle du tout. L'enfant, ouais, mais il ne fait pas puis il ne collabore pas. Ça, c'est deux comportements qui nous indiquent que l'enfant, dans sa dynamique à lui, il a besoin d'être aidé pour sentir une motivation, que ça ait du sens. Si vous avez des jeunes un peu plus vieux, c'est pas évident. Passage au secondaire, c'est pas évident. Passage au collégial, ça les insécurise. Je vous invite à en discuter avec eux. Je vous invite aussi à les ramener à quel est leur projet pour eux, pour les plus vieux, entre autres. Hein? S'ils ont fait des choix de cours, ils ont fait des efforts, ils sont supposés diplômés, ils s'en vont au collégial. Mon Dieu, la perte de sens un petit peu de ce projet-là qu'ils avaient, c'est important. Puis si jamais, là, du côté de l'orientation des questions, vous irez voir Espace Parents là, sur les conseils d'orientation, ils ont plein de belles choses pour vous là-dessus. Donc, la motivation découle vraiment du sentiment de contrôle que j'ai, de l'intérêt que j'ai, puis du sens que je donne à tout ça. Et je vous invite à réfléchir ça dans cette optique-là quand vous essayez d'aider vos enfants. Maintenant, est-ce qu'on peut trop aider notre enfant ou le laisser faire? Écoutez, pensez à quelque chose de nouveau que vous feriez, là, que vraiment là, vous n'avez jamais fait, puis vous dites, moi, je ne suis pas sûre que j'oserais faire ça dans la vie. Si je vous disais, lancez-vous là,
puis vous n'aurez pas d'aide. Je suis pas mal certaine que vous allez dire, ben non, je ne suis pas sûre que je vais m'essayer, là. Bien, les enfants, il faut comprendre qu'ils sont dans un continuum d'apprentissage. Et ce continuum d'apprentissage-là veut dire que de façon continue, ils sont toujours face à la nouveauté et à l'inconnu. À un moment donné, là, atterrir dans un terrain de connaissance puis dans une zone de confort, c'est important pour qu'un humain se sente bien, puis pour sentir qu'on a du contrôle puis qu'on a une compétence qui se développe. Fait que trop aider l'enfant, là, à moins là, que ça fasse que jamais l'enfant veut faire les choses par lui-même, que ça fait longtemps que ça dure, que c'est même pas circonstanciel, puis que vous sentez qu'il est dépendant de vous complètement, là, c'est des petits indicateurs qui pourraient dire qu'on l'aide trop. Mais sinon, d'accompagner l'enfant, l'important, là, c'est de l'accompagner pendant qu'il bâtit sa confiance, qu'il développe sa compétence, puis qu'au fur et à mesure qu'il se rend compte là, qu'il est capable par lui-même, là, ben, à un moment donné, c'est assez naturel chez un enfant de dire, OK, garde, je suis capable tout seul. Rappelez-vous quand il était tout petit, hein, le capable tout seul. Mais ça, c'est vrai à plusieurs niveaux. Donc, moi, je dis toujours aux élèves que j'accompagne, tu vas voir à un moment donné, là, tu vas tellement être tanné de m'entendre répéter la même chose, puis les mêmes processus que je t'aide à mettre en place, que tu vas finir par me dire, OK, c'est beau, Madame Gadebois, j'ai compris, je suis capable de le faire tout seul. Ça, c'est un indicateur qui est capable de le faire tout seul. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va faire à leur place. Faire avec ne veut pas dire faire à leur place. Faire avec veut dire être là pour questionner, pour guider, pour faire réfléchir. Donc, quand on se place en position de faire réfléchir notre enfant, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'aurais pas plutôt fait ça? Y a-t-il une raison? Aurais-tu pu essayer autre chose? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses? Et là, ça amène une réflexion puis une discussion qui est enrichissante pour l'enfant. Bien, ça, là, on peut les aider tant qu'on peut. On les guide dans le fond. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est leur donner les réponses. Parfois, je dis ça, puis en même temps, je vais faire une petite parenthèse. Parfois, il faut la donner la réponse. Je donne l'exemple d'un élève qui a une grande difficulté d'apprentissage au niveau de sa lecture. Il est en train d'essayer de lire et là, il faut peser la balance des inconvénients entre son plaisir à lire, sa confiance à aborder une tâche qui a de la difficulté et l'aider. Alors, si l'enfant, il a tellement de difficultés là, au niveau, il décode ses mots, là, puis c'est difficile, c'est décourageant à lire un livre. Fait qu'on s'entend qu'on peut dire à l'enfant, regarde, moi, je vais lire 3 pages, puis toi, tu en lis une. Ou moi, je vais lire tout le paragraphe, mais toi, tu lis la première phrase. Donc, dépendamment de l'âge de l'enfant, de son besoin ou de sa difficulté, on va y en faire un petit bout, puis on va faire tout le reste. Puis par rapport à ça, des fois, il y a des parents qui me demandent, oui, mais si je passe mon temps à lire pour mon enfant, c'est pas lui qui est en train de lire. Plus ou moins vrai, parce que la modélisation de quelqu'un d'expert dans sa compétence, donc vous êtes des lecteurs experts, dans le sens que votre compétence à lire, elle est développée. Lire, se faire lire a un impact important sur l'apprentissage des enfants. Donc, vous allez voir dans ce qu'on vous a mis sur la plateforme, on l'explique ça, que de modéliser les choses pour votre enfant, c'est extrêmement aidant. Puis, ceci étant dit, on a mis tous ces exemples-là, pas parce qu'il faut vous transformer en enseignant, ça c'est bien important. L'idée, c'est pas de vous transformer en enseignant. Mais je le sais que comme parent, pour être moi-même mère et grand-mère, on a donc à cœur de bien faire les choses pour nos enfants. Puis je pense que si vous cherchez toutes ces ressources-là, c'est parce que c'est ce que vous voulez faire. Notre but de vous donner ces pistes-là, c'est que vous soyez en paix de dire, bon, ben j'aide bien mon enfant, puis je ne suis pas en train de risquer de nuire à quelque chose ou d'empêcher l'enseignant de faire son travail ou peu importe, ou l'orthopédagogue ou peu importe. Puis aussi, de vous rassurer, d'enlever la pression, parce que ça aussi, c'est un aspect qui est important. Au-delà d'aider ou pas ton enfant, qu'il soit motivé ou non, ce qui est très important, c'est qu'il ressente que ça se fait de façon paisible. Parce qu'il y a un point extrêmement important, c'est que pour apprendre, il faut être disponible à l'apprentissage. Et la disponibilité à l'apprentissage, c'est à la fois la disponibilité
cognitive. Donc, je suis là, je suis attentif, je suis reposée, j'ai l'énergie qu'il faut, je ne suis pas préoccupée. Je ne suis pas trop anxieux. C'est la disponibilité émotive aussi. Donc, je ne suis pas anxieuse, je ne suis pas stressée, je n'ai pas peur, je ne me trouve pas bon. Donc, c'est tout ça la disponibilité à l'apprentissage. Vous conviendrez que le contexte présentement nous place dans une situation où cette disponibilité à l'apprentissage-là, il chancelle un peu, hein, elle est bousculée beaucoup par plein de situations. Donc, ça, c'est important de se rappeler qu'il faut avoir cette disponibilité à l'apprentissage-là. Puis, ce qui donne le plus la disponibilité à l'apprentissage aux enfants, c'est le sentiment de sécurité. Puis, le sentiment de sécurité, puis je dis aux enfants, mais c'est vrai pour les grands enfants qui ne veulent pas qu'on les appelle les enfants, là, les presque adultes, les ados. Là. Mon grand de presque 16 ans, je peux vous dire qu'il a besoin de cette sécurisation-là aussi pour justement arrêter d'être préoccupé par plein de questionnements, par plein d'inquiétudes et de pouvoir se rendre disponible à l'apprentissage. Puis la sécurité, bien, elle vient de votre sentiment de confiance, votre sentiment de sécurité. Le fait que vous sentez que c'est correct, j'aide mon enfant, je fais les bonnes choses, ça va bien, puis que vous n'êtes pas toujours en train d'être anxieux, insécure, préoccupé. Si vous l'êtes, je vous invite vraiment à consulter les différentes ressources autour de vous, que ce soit, entre autres, l'orthopédagogue de votre école ou la direction de votre école, si votre enfant a des besoins particuliers, puis il y a des spécialistes ou même l'enseignant de votre enfant, puis de voir comment vous pouvez être rassuré là-dedans pour sentir que vous êtes confiant. Puis cette confiance-là, puis cette sécurité-là va être rassurante et sécurisante pour votre enfant. Ça, c'est vraiment la première étape pour pouvoir, après ça, devenir disponible aux apprentissages. Voyez-vous à quel point, oui, il faut faire des choses avec nos enfants pour que ça avance, à tout le moins pour ne pas perdre les acquis, mais ça ne serait pas productif du tout de le faire dans un état d'inquiétude ou d'insécurité parce que là, au contraire, l'enfant, il vit ça, il ressent ça, puis là, mais il devient plus disponible à l'apprentissage. Fait que c'est important de vous occuper de vous aussi là-dedans. C'est important que vous ayez confiance, que vous ne mettiez pas de pression, que ça se fasse dans le plaisir. Puis savez-vous quoi? Si aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ça va peut-être fonctionner plus demain. Si ce matin, ça ne fonctionne pas, bien, ça va peut-être mieux fonctionner ce soir. On a tous des hauts et des bas dans ça. Puis si aujourd'hui, c'est une moins bonne journée, bien, des fois, de dire, hey, sais-tu quoi? Je pense que ni toi ni moi aujourd'hui, là, on est dans un bon état pour que ça se fasse. Là. Qu'est-ce que tu dirais que? Puis là, on ferme les livres, puis on se trouve autre chose à faire. Et à ce moment-là, on a du plaisir. On se réénergise, on se ressource, on se recentre, ça va mieux, on s'apaise, la relation est solidifiée. Ça permet parfois d'avoir des échanges sur les préoccupations, les questionnements, les inquiétudes, de prendre des ententes aussi hein, avec vos ados. Ils veulent de plus en plus prendre des décisions. Puis ce contexte-là les amène, les bouscule beaucoup aussi. Puis tu sais, des attentes sans entente, bien, ça fait de la mésentente, hein, ça fait beaucoup de conflits. Fait que pour éliminer tout ça, plus les attentes sont claires, plus les ententes sont prises dans un contexte sécurisant puis confiant, bien, plus après ça, les choses vont bien. Fait que des fois, la bonne solution pour aujourd'hui, c'est de remettre à ce soir ou remettre à demain. C'est pas dramatique. C'est sûr que si on faisait ça pendant 6 mois, chaque jour, on remet demain, on aurait un autre genre de défi. Mais c'est pas vrai parce qu'une journée, il y a quelque chose qui ne se fait pas, que ben, votre enfant va être mal pris. Je tiens à vous rappeler aussi qu'un contexte scolaire, ce n'est pas seulement les moments d'apprentissage. Vous savez, il y a toutes les transitions, il y a toute la socialisation, il y a toutes les routines, il y a tout le blabla qu'il y a autour. Fait que c'est faux de penser que si votre enfant a 6 périodes d'1 heure de cours dans une journée, qu'il fait 6 heures d'apprentissage, là, ça, c'est pas vrai. Là. Il en fait entre 2,5 et 4 peut-être, là, ça serait surprenant qu'il fasse bien, bien plus que ça parce qu'il y a un contexte qui est là. Par contre, ça ne veut pas dire que dans ces autres moments-là, ben là, à quoi ça sert d'aller à l'école s'ils font juste 4 heures sur 6, c'est pas ça le point. Les autres moments servent aussi à d'autres types d'apprentissage. Donc, les apprentissages sociaux, les apprentissages des règles, l'autorégulation. Donc, tout ça, c'est utile. Mais sur le plan des notions et des compétences académiques, je ne veux pas que vous vous stressiez avec ça, dans le sens que même si vous faites 1 heure ou 2 par jour, vous dites, ouais, mais c'est suffisant, d'habitude, c'est 6 à l'école.
Non, puis n'oubliez pas que vous êtes en individuel. Ça aussi, l'apprentissage en individuel prend moins de temps que l'apprentissage de groupe. Fait que donnez-vous le temps de mettre les choses. Moi, je dis tout le temps, il ne faut pas perdre notre temps, mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas perdre notre temps parce qu'on ne veut pas pelleter en avant des problèmes qui pourraient survenir éventuellement, mais il faut prendre le temps, tout comme quand on coule les fondations d'un édifice, c'est important de prendre le temps de bien le faire. Donc, je vous invite à aller voir dans le fond, tout ce qu'on a mis en place pour vous. On a tenté d'être le plus spécifique possible, donner des exemples concrets. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas mis là, que vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas. Et puis, au niveau des ressources, allez voir comment on suggère de les utiliser aussi. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, bien, vous avez une excellente fédération qui prend soin de vous. Puis nous, si vous dirigez là, des questions ou des commentaires de notre côté, soit par la page Facebook ou par les courriels, il n'y a pas de souci, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vais prendre le temps là, de regarder si jamais là, il y a des questions, des commentaires ou des situations que vous aimeriez là, que je regarde avec vous. Vous avez bien raison, Mme Carpentier mentionne qu'une grande problématique, c'est au niveau des parents qui travaillent, qui ne peuvent pas s'occuper du suivi. Moi, la première, je suis en télétravail. Donc, c'est sûr que ce que je disais tout à l'heure, une à 2 heures par jour sur une base régulière, c'est plus ça qui compte que d'en faire beaucoup. C'est d'arriver à tricoter l'horaire dans la journée pour être capable d'aller chercher cette portion-là. Et cette heure-là ou ces 2 heures-là, dépendamment de l'âge de l'enfant, plus ils sont vieux, plus une fois qu'on a mis des ententes ensemble, puis qu'on a mis un horaire ensemble, et qu'associé à cet horaire-là, puis ces tâches-là à faire, il y a l'aspect motivation que je vous disais tout à l'heure, ou pour les plus jeunes, de dire, ben là, je te demande de faire telle tâche, je vais faire telle autre à telle heure avec toi. Donc, dépendamment de l'âge, là, on peut morceler. L'important, c'est l'effet cumulé. C'est très important de penser en termes d'effet cumulé. Donc, mieux vaut prendre 15-20 minutes par jour pour lire tous les jours avec notre enfant, même si c'est le matin en mangeant les céréales ou le soir en se couchant, que d'essayer une journée d'en faire beaucoup et de dire là, il faut que je passe au travers de tout le plan de travail. L'autre chose aussi, si vous avez été fourni des plans de travail ou des tâches à faire, français, lecture, écriture, mathématiques, ça s'en tient à ça. Le reste, là, c'est du plus, c'est du bonbon, c'est du gravy, c'est du crémage, c'est du surplus. Appelez-le comme vous voudrez. Présentement, dans le contexte où on est, il faut se concentrer sur les compétences critiques, les notions critiques. Si vous vous assurez que votre enfant lit, puis votre enfant écrit, puis il me dit, ouais, mais j'ai pas le temps de faire tous les exercices, faites-lui tenir un journal d'écriture. L'important, c'est qu'il conserve son action d'écrire, qu'il continue à réfléchir. Et puis là, bien, vous avez des moments dans la semaine où est-ce que vous pouvez vous asseoir, lire ça avec lui, faire un petit bout de processus de correction avec lui ou avec elle, dépendamment du niveau qui est rendu. Donc, je le sais que ce n'est pas évident, c'est un défi, j'en conviens, je suis dans cette optique-là moi aussi, mais je répète que ce morcellement-là qu'on fait un peu partout, qui amène une fréquence, une régularité, puis un effet cumulé, il ne faut pas sous-estimer ça. Ce n'est pas parce que vous ne vous asseyez pas là, tout un avant-midi pour passer au travers du plan de travail et que vous faites ça dans chaque matière tous les jours que votre enfant va se retrouver avec des problèmes là. Fait que, je veux juste ramener cet aspect-là, mais j'en conviens. C'est des défis de logistique. Je sais qu'il y en a qui ont demandé à leur sœur, leur frère ou une gardienne de venir 2-3 fois par semaine, venir superviser ça un peu. Ça dépend de nos réalités à chacun. Mais je vous le dis, là, en morcelant et en ayant un effet cumulé, là, c'est quand même très, très efficace dans le contexte. Dans le contexte de la distanciation sociale, quel type d'assistance l'orthopédagogue sera en mesure d'offrir? Bien, il y a différentes possibilités. Pour ce qui est des ordinateurs, d'abord, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, moi, je fais de la télépratique. Donc, ça fait drôle un peu de faire de la télépratique dans le même bureau quand on est à l'école. Mais c'est possible de le faire. Puis la raison est simple, c'est qu'on peut prendre le contrôle de l'ordinateur de l'élève. Donc, on sait que pour faire un rapprochement à l'intérieur de 2 mètres, c'est important de porter l'équipement de protection. Bien, moi, j'ai des élèves avec qui cet équipement de protection-là, je le sais que ça ne dérangera pas mon élève. Sa disponibilité à l'apprentissage ne sera pas affectée. Mais j'ai des élèves anxieux ou j'ai des élèves, entre autres, sont sur le spectre de l'autisme. On sait qu'une des caractéristiques de ces élèves-là, au niveau de la lecture sociale,
dans notre visage, les émotions, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Puis cet élève-là, là, si j'arrive avec cet équipement-là, puis même si je le mets devant lui, là, il risque de figer. Fait que ça ne serait pas dans son cas la bonne approche. Fait que s'il y a un outil, je vais être mieux d'avoir mon outil, il y a le sien, on garde notre 2 mètres, on peut se parler, on est dans la même pièce. Mais avec mon ordinateur, je vais pouvoir prendre le contrôle du sien par l'intermédiaire d'une plateforme. Et en prenant le contrôle du sien, bien, il voit dans son écran. Je vois ce qu'il fait, il voit ce que je fais. Fait que de le faire dans son écran à distance ou de m'asseoir à côté de lui et de prendre son clavier pour le faire, on s'entend qu'on obtient le même résultat pour que l'enfant puisse bien voir. Fait qu'il y a des possibilités, soit avec l'équipement de protection, de se rapprocher pour le faire ou encore à distance en se connectant ordinateur à ordinateur, on est capable de prendre le contrôle de l'ordinateur puis de le faire. Fait que ça, moi, je fais les deux. Les deux se font, les deux vont bien. Il faut juste voir, c'est justement le spécialiste qui est là, l'orthopédagogue ou l'enseignant orthopédagogue, peu importe comment ils les appellent dans les écoles, a ces différentes capacités-là de faire ça. Puis c'est des moyens différents là, qu'on peut utiliser là, pour aider les élèves qui ont besoin de ce niveau, à ce niveau-là. Voilà. Je tiens à vous remercier personnellement, Isabelle, pour votre présence, votre participation. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de C'est journée. parfait. Au Merci. revoir, Au Isabelle. revoir. Au revoir.